Fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que dans toutes mes formations, j'ai un fil conducteur qui s'appelle le respect, la politesse et l'étiquette. Et je pense que au niveau du service à la clientèle, on a vraiment besoin d'incorporer ces trois qualités-là pour avoir du succès dans ce qu'on fait. J'enseigne le service à la clientèle depuis plusieurs années déjà. C'est pas mal toujours les mêmes choses qui reviennent. Alors, avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais savoir quelles sont vos attentes suite à l'heure et quelques qu'on va passer ensemble. Donc, vous pouvez m'écrire dans le chat quelles sont vos attentes. Et je vais être certaine à la fin de la présentation d'avoir répondu à vos attentes. Si jamais vous avez des attentes particulières, on peut toujours se parler au téléphone aussi suite à la présentation. Donc, ça fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Je vais laisser le temps aux gens de composer leur message. Alors, Chantal me dit plus d'aisance avec les clients. Qui se plaignent et qui peuvent être difficiles. Ah, il y en a-tu de ça? Comment gérer les clients difficiles? C'est eux autres qui nous donnent du fil à retordre, hein? La gestion des plaintes et des outils pratiques, évidemment. Alors, si vous avez des choses à ajouter. Alors, si vous n'avez pas d'autres commentaires à ajouter, je pense que c'est pas mal toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc, on va vraiment débuter là, la présentation. Bon, la raison pour laquelle on n'est pas sûr quand on répond, par exemple, à un client on va appeler ça ici un client difficile, c'est que lui a sa façon de penser, le client, et nous avons la nôtre. Et il y a des fois, moi, je compare ça à des filtres. Il y a des fois où les filtres, les petites bouches d'aération ne sont pas vis-à-vis, donc la communication ne passe pas. Je vais vous donner aujourd'hui des façons de contrer à tout ça et de pouvoir incorporer peut-être des nouvelles façons de communication parce que tout se passe par la communication. Donc, on va aller de l'avant avec la présentation. Alors, si je vous demandais aujourd'hui comment se porte le service à la clientèle dans votre entreprise, est-ce que les règles sont claires? Et demandez-vous quelle part vous, personnellement, pouvez apporter pour que le service devienne meilleur. Donc, je vois que les gens qui ont répondu à mes questions puis qui me disent, par exemple, j'aimerais plus d'assurance avec les clients. Bon, on sait qu'on a un sujet qu'on doit travailler, c'est nous-mêmes. Et comment on va obtenir plus d'assurance avec les clients? C'est en ayant des règles claires de la part de l'employeur. Moi, ce que je trouve dommageable, c'est que dans beaucoup d'entreprises, je ne dis pas que c'est le cas partout, mais dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de règles qui sont claires. Les gens sont laissés un peu à eux-mêmes. Il y a peut-être une structure, mais elle n'est pas assez élaborée. Elle n'est pas assez expliquée non plus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous, personnellement, pour que le service à la clientèle devienne meilleur? Ensuite, vous savez, les 4 raisons pour lesquelles les Canadiens font faux bon à un fournisseur, c'est une attente trop longue. Est-ce qu'on attend trop longtemps avant de répondre aux clients? Les gens ont horreur de ça, puis vous voyez que ça vient en première place. Donc, une attente trop longue. Les gens maintenant sont pressés et ils veulent une réponse rapide. Ce que les gens n'aiment pas aussi, c'est des questions sans réponse. Est-ce que quand vous êtes au service à la clientèle, vous êtes assez bien formé sur le produit ou le service que vous offrez pour pouvoir bien répondre aux personnes qui appellent, que ce soit pour une plainte ou pour une information.
Alors, les gens ont horreur d'un représentant qui est incapable de répondre à leurs questions ou qui répond n'importe quoi. Parce qu'on sait maintenant que quand on fait affaire avec certaines entreprises, les gens ne savent pas, ils improvisent, malheureusement. Maintenant, il y a les heures d'ouverture. Est-ce que les heures d'ouverture conviennent aux gens? On a vu récemment là, que Desjardins étaient pour améliorer ces heures d'ouverture. Même sont rendus qui capotent. Là, ils sont ouverts le samedi et le dimanche. Donc, les banques, d'autres banques vont suivre aussi. Parce que ça a pris des années avant qu'ils se rendent compte que les heures d'ouverture étaient mal ajustées, mal adaptées. Maintenant, en quatrième place, l'impolitesse, le manque d'égard au service à la clientèle. Les gens, évidemment, ne voudront pas faire affaire avec des entreprises qui leur ont manqué de respect. Et manquer de respect, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être d'avoir l'air dérangé, qu'on les dérange quand on appelle les personnes qui sont préposées au service à la clientèle. Ils répondent d'une façon machinale et on a vraiment l'air des déranger. Ensuite, ça peut être aussi banal que de ne pas rappeler dans les temps prévus. Et maintenant, comme les gens s'attendent à avoir un retour d'appel rapidement, le maximum, c'est d'environ 4 heures. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas ces 4 heures-là. Donc, le manque d'égard du service à la clientèle et un petit peu l'attitude, je m'en fous, c'est ma job, je fais ça. Puis, alors, il faut remédier à tout ça pour donner un service qui tend vers l'excellence. Qu'est-ce qui occasionne la perte de clients? Ben, souvent, ce n'est pas le prix qui occasionne la perte d'un client. Ça peut être un objet de négociation, mais le plus souvent, c'est le service qui représente 70% des raisons pour lesquelles les gens vont quitter une entreprise puis vont aller faire affaire avec la concurrence. Maintenant, on a tous, tout le monde qui est présent ici, incluant moi, là, on a tous fait affaire avec des entreprises qui nous ont manqué de respect. Moi, j'appelle ça des citrons. Alors, si je vous pose la question à vous, est-ce que vous en avez des prix citrons à donner aujourd'hui? Je ne veux pas savoir à qui, parce qu'on va quand même garder une certaine politesse. Euh, Est-ce que vous en avez? Voulez-vous me répondre sur le chat? Est-ce que vous en avez des prix citrons? Et dites-moi pourquoi vous les classez dans cette catégorie de prix citrons. J'aimerais ça savoir pourquoi. Alors, je vous laisse écrire vos réponses. Alors, Chantal est en train d'écrire et Guylaine. Parce que même si c'est personnel, hein, c'est pas obligé d'être au niveau des affaires. On a toutes fait affaire avec des gens à qui on a donné le prix citron. Moi, je peux vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai voulu enlever l'assurance sur ma carte de crédit parce qu'il y avait des frais mensuels et je me suis dit, comme je paye ma carte de crédit au complet à chaque fois que je reçois l'état de compte, ça me sert à quoi de payer l'assurance sur la carte? Donc, j'ai appelé la banque émettrice de la carte et la pauvre personne qui a répondu au service à la clientèle avait eu comme formation la tâche probablement ou l'explication de ne pas laisser partir un client. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être capable de l'admettre que ce que je voulais, c'était pas de fermer ma carte de crédit, pas de l'annuler, mais c'était tout simplement d'annuler l'assurance. Et moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que les entreprises forment leurs employés à ne pas répondre aux attentes des clients? Parce qu'ils ne perdaient pas comme cliente, mais ils perdaient comme cliente d'assurance. Alors voilà, il y a Chantal qui dit j'ai reçu un service correct dans une entreprise de service, ça ne me donne pas le goût. Juste correct, hein? Bon, ça me donne pas le coup de retourner, je me suis sentie comme un client ordinaire. Vous avez raison, Chantal. Euh,
Un client, vous savez, le client, dans la hiérarchie de l'entreprise, il est en haut de la hiérarchie. Parce que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de paie, il n'y a pas d'employé. Donc, c'est pour ça qu'on oublie souvent de traiter les clients de cette façon-là. C'est de la façon dont ils aimeraient, qu'ils voudraient être traités aussi. Donc, je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'écrire. Nadia me dit promotion offerte seulement aux nouveaux abonnés. Mes clients fidèles n'ont pas droit à une promotion. Tiens, je pourrais donner un nom à ça, mais je ne le ferai pas. Merci Nadia de votre commentaire. Hein, on met ça, on range ça dans les compagnies qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas d'allure. Il y a des fois qu'on est obligé de faire affaire avec ces compagnies-là pareil. Puis, il y a tout le temps, quand on arrive le temps de payer notre facture, il y a comme un arrière-goût. Alors, Guylaine nous dit, compagnie d'ordinateur n'appelle pas d'une garantie. J'ai dû téléphoner aux États-Unis, inscrit sur le contrat, m'ont transféré à 6 départements pour finir par me faire dire qu'au bureau du Canada, temps d'appel 4 heures. J'ai dû rappeler pour recevoir un règlement satisfaisant, mais il est certain que je n'achète plus de cette compagnie. Alors, voyez-vous ce que Guylaine est en train de nous dire? Mauvais service, difficile d'accès, on va aller ailleurs. Et c'est comme ça qu'on perd nos clients. La plupart des entreprises d'abord dépensent beaucoup d'argent en publicité pour aller chercher des nouveaux clients, puis les clients existants, on les met de côté, on les néglige. Je ne comprends pas cette mentalité-là. Maintenant, pour nous consoler, on a les prix orange. Moi, je vais vous dire, mon prix orange, c'est l'entreprise où où j'achète mes pneus, puis où je vais faire le changement de mes pneus 2 fois par année, hein, à l'hiver et à l'été. Je viens d'y aller la semaine dernière. Qu'est-ce qui me fait dire, pour moi, que c'est une entreprise qui mérite un prix orange? C'est tout simplement le fait, d'abord, que le personnel est régulier. Ça fait 10-12 ans que je vais là, peut-être plus. Et je reconnais le personnel. C'est à peu près toujours les mêmes, qui sont souriants, qui sont accueillants, qui ont fait un petit coin pour que les gens attendent d'une façon agréable, avec un petit coin café, un petit coin avec des tables pour aller travailler à l'ordinateur ou faire des téléphones. Donc, c'est plus privé, en retrait de la salle d'attente. Et c'est des gens qui appellent. Je ne suis pas obligée d'appeler, moi, pour prendre un rendez-vous. Comme je suis cliente là et j'entrepose mes pneus là, ils vont prendre le temps de m'appeler pour me dire on offre un 10% de rabais à nos clients qui sont ici depuis longtemps, qui viennent avant telle date. Donc, est-ce qu'on peut prendre votre rendez-vous maintenant? Alors ça, je fais ça aller au-delà de l'attente du client. Est-ce que vous avez des prix orange? Puis dites-moi pourquoi vous les catégorisez dans la section des prix orange. Donc, j'aimerais ça savoir ça. Alors, si vous en avez qui vous viennent à l'esprit, là, vous pouvez les nommer, les prix orange, c'est de leur faire une publicité, c'est pas dangereux. Alors, Guylaine est en train d'écrire. Ils sont peut-être plus chers qu'ailleurs, mais ça se peut. J'ai même pas eu l'idée de comparer les prix, j'aurais pu le faire, mais j'ai pas le goût d'aller ailleurs parce que je suis bien accueillie quand je vais à cet endroit-là. J'ai mentionné justement au patron, la dernière fois que je suis allée, je l'ai croisé, puis j'ai dit, je donne des formations, puis j'ai dit, je donne des prix orange, puis, mais il dit, c'est-tu bon, ça? Alors, je lui ai dit, ben oui, c'est bon, c'est excellent, continuez comme ça. C'est pour ça qu'on aime ça venir ici. Alors, je vais attendre des commentaires de vos prix orange.
Alors, on peut continuer pendant que les prix oranges sont en train d'être écrits, là. Maintenant, c'est quoi les attentes des clients? Alors, Guylaine me dit, boutique de vêtements où je vais depuis plusieurs années, le personnel me propose des vêtements de mon style. Alors, c'est quelqu'un qui est à l'attention et qui respecte la clientèle en essayant de voir quel style de vêtements va vous convenir. Ou peut-être que si vous allez depuis plusieurs années qu'on vous connaît en tant que cliente, c'est bien. La boucherie suggère des recettes et les distribue en format papier. Ils ont de faire cuire les grosses pièces de viande pour 2 $ de plus. Ils ont toujours le sourire. Bon, ça aussi, si on voit une autre boucherie qui nous reçoit froidement, c'est sûr qu'on va revenir à cette boucherie-là qui offre des services qui font notre affaire, surtout quand on travaille. Alors, les attentes des clients sont simples. Ils veulent qu'on réponde à leurs besoins. Et notre problème, savez-vous ce que c'est? Je vais vous le dire. C'est qu'on a peur de poser les questions parce qu'on a peur des réponses. Si je demande à un client, par exemple, qu'est-ce que vous souhaitez au juste? Qu'est-ce que vous aimeriez? Alors, demandez la question et après, on négociera. Donc, le client veut qu'on réponde à ses besoins. Puis quand on est au service à la clientèle, ça, je le dis souvent dans mes formations, quand on est, par exemple, réceptionniste, les réceptionnistes ont beaucoup à faire au service à la clientèle. C'est les premières personnes qui répondent, soit en personne ou au téléphone. Je leur dis, vous êtes des gentils organisateurs de voyage. Le client, ce qu'il veut, c'est d'acheter votre voyage organisé, puis il veut que tout baigne dans l'huile. Il ne veut pas d'accrochage. Il ne veut pas de grains de sable dans l'engrenage. Donc, le client veut qu'on réponde à ses besoins. Alors, il faut poser des questions pour savoir leurs besoins. Puis, si on ne les pose pas les questions, c'est là qu'on va utiliser le filtre qu'on a, nous, dans notre cerveau. Chaque client est différent, chaque attente est différente. Puis on va prendre pour acquis des fois, ça doit être ça qu'il veut. C'est toujours la même affaire. C'est toujours le même monde qui se plaît. Mais il ne faut pas généraliser. Il faut dire, bon, moi, dans mon cerveau, j'ai mes filtres, mais le client aussi a les siens, puis est-ce que la communication va bien passer? Si je pose la question à savoir, à quoi vous vous attendez au juste? Hein? On veut savoir ses attentes. Puis, qu'est-ce que vous souhaitez? Là, vous allez dire, ben là, je ne peux pas lui demander ça, il va me demander l'impossible. Non. Généralement, les clients sont assez raisonnables. Il y en a toujours une petite partie qui va en demander plus pour en avoir plus, mais on négocie. Alors, si c'est des clients qui créent la demande, puis chez vous, la demande génère des commandes, c'est ça qui fait vivre l'entreprise. Hein? Si on va jusqu'au numéro 7, là, les clients, quand ils achètent chez vous, ils vont payer pour la satisfaction. Donc, c'est ça qui est important de prendre en considération. Les clients vont payer pour une satisfaction. Ça fait partie du prix. Donc, quand vous vendez un produit, vous n'avez pas fini, c'est-à-dire la vente n'est pas conclue, tant que une personne ne rappelle pas pour le service à la clientèle, tant mieux si elle ne rappelle pas, si tout va bien, mais si elle rappelle, la vente n'est pas conclue. Et vous continuez le service, on appelle ça service après-vente souvent aussi. Maintenant, est-ce que le client a raison de se plaindre? Il y a des fois, on est porté à penser, ben, il n'y a pas raison de se plaindre, on le sait, nous, qu'il n'y a pas raison de se plaindre. Mais il faut aller trouver la raison pour laquelle il pense qu'il a raison, pour laquelle lui pense qu'il a raison de se plaindre. Laissez vos opinions de côté. Puis misez plutôt sur les faits en posant des questions. Puis avant de prendre une décision, assurez-vous d'avoir tous les faits en main. Si vous êtes au téléphone avec un client qui se plaint, par exemple, ben dites-lui, je prends des notes pendant que je vous parle. Si j'ai bien compris la situation, je vais résumer tout ça. C'est ça que c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous êtes en train de me dire, c'est ça qui s'est passé.
Il ne s'agit pas ici qu'un est tort puis l'autre a raison. C'est souvent, la nature humaine est faite comme ça et c'est ce qu'on veut entendre. Il n'y a pas raison, puis j'ai raison, mais c'est pas ça. Vous savez que la perception du client, comme je vous disais, on a nos filtres, donc il ne faut pas présumer les attentes du client. Maintenant, les faits peuvent être prouvés, tandis qu'une opinion va rester une opinion. Si vous avez une opinion sur ce qu'émet la personne qui appelle pour se plaindre, par exemple, ou pour demander des conseils, si vous avez une opinion, vous, là, qui a peut-être pas de preuve que c'est ça qu'il faut ou c'est ça qui marche, donc c'est peut-être pas ça que le client a besoin d'entendre. Hein? Donc, l'opinion, on va laisser de côté. Et on va miser surtout sur les faits. Donc, pour être au courant des faits, il faut écrire quand on parle au client. La mémoire est une faculté qui oublie pour pas qu'ils vous reviennent dans quelques temps et qu'ils disent ben je te l'avais dit. Donc, si on a pris des notes qu'on a écrites, on peut mettre ça au dossier. Ensuite, pourquoi certaines personnes ne se plaignent pas? Bon, il y a des gens qui sont pas, mettons qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de votre service à la clientèle. Ils vont rester indifférents parce qu'ils ne veulent pas s'impliquer, mais ils se font une idée sur vous et sur l'entreprise et ils vont tout simplement associer votre comportement à vous à la compétence de l'entreprise. Donc ça, pensez-y, c'est lourd de conséquences. Maintenant, il y a des gens qui sont empathiques, qui sont trop gentils, puis qui vont dire ah, je ne suis pas pour aller faire plainte, je ne suis pas pour aller faire une plainte parce que ça va nuire, parce que. Mais dans leur tête, ils ont comme opinion, ben, je ne porterai pas plainte, mais je ne retournerai pas. Et ça va aussi avec les sympathiques qui prennent les gens en pitié, donc on ne veut pas faire de la peine aux gens. Maintenant, il y a des gens aussi qui ne savent pas comment procéder. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté par l'informatique, probablement, puis sur beaucoup de sites sur ordinateur, c'est-à-dire par Internet, sur beaucoup de sites, il y a des adresses de questions-réponses qui regroupent à peu près toutes les questions qui reviennent le plus souvent de la part des clients avec les réponses. Donc, sur votre site Internet, moi, je suggérerais d'avoir une page avec questions-réponses. Donc, moi, je l'ai sur mon site web, puis j'ai acheté d'endroits où, avant d'appeler le service à la clientèle, je vais voir. Je vais voir et quand j'appelle, je suis prête. Je sais jusqu'où ils peuvent aller. Il y a une autre chose aussi, c'est que les gens qui vous appellent, des fois, ça va être le coup de la colère, hein, quand la plainte est assez grosse, là, et ils n'ont pas organisé leur pensée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous autres, de recevoir des téléphones, puis probablement dans ce que vous faites, que oui, que les gens parlent depuis quelques minutes et on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous pouvez écrire sur le chat si ça vous est déjà arrivé ou non. Les gens n'organisent pas leurs pensées. Je vois que c'est arrivé à quelques personnes. Et oui, ça m'arrive régulièrement que les gens m'appellent ou encore que les gens sont tellement surpris de parler à une vraie personne qu'ils sont tous désorientés. Donc, moi, je suggère sur votre site Internet une page avec une page de questions-réponses. Les craintes. Donc, les gens ne vont pas se plaindre non plus parce que des fois, ils ont des craintes puis ils ont peur des conséquences. Et parce qu'ils sont frustrés et que les plaintes passées n'ont rien donné. Ils ont déjà appelé chez vous, ça n'a rien changé. C'est toujours la même façon de recevoir les plaintes. Euh, donc, qu'est-ce que ça donne? Vous êtes déjà chanceux qu'ils continuent à faire affaire avec vous. Maintenant, qu'est-ce que c'est une plainte? C'est toujours la même raison, hein, pourquoi les gens appellent pour se plaindre. C'est soit un produit ou un service déficient,
c'est un produit ou un service qui répond pas aux attentes, que l'attente était trop longue, que les gens ont reçu de mauvaises informations ou que le prix est plus élevé que la concurrence. Donc, il y a des gens ici qui font rien au niveau du prix élevé, plus élevé que la concurrence. Il y a des gens qui disent, mais si vous avez le produit au même marque, même modèle, et que la concurrence le vend moins cher, bon, on va le faire nous aussi. Donc, on vous donne un rabais à ce moment-là. Maintenant, dites-vous, est-ce que la plainte est vérifiable? Ça peut être, est-ce que vous avez votre facture ou encore, je peux avoir votre numéro de client pour aller vérifier. Vous avez accès à ça sur l'informatique, probablement. Est-ce que la plainte est vérifiable? Est-ce qu'elle est fondée? Puis, est-ce qu'elle peut être résolue? Maintenant, je vous disais tout à l'heure que c'est important d'être encadré puis d'avoir des règles claires. Mais il ne faut pas se cacher derrière la politique de l'entreprise. Il y a des politiques établies, mais les politiques sont faites pour peut-être sortir de la boîte à un moment donné. Et on ne veut pas perdre un client, donc il vaut mieux faire un compromis plutôt que de décider, c'est la politique de l'entreprise, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc, il faut savoir, vous, si vous êtes l'employeur, c'est différent, mais si vous êtes un employé, jusqu'où vous pouvez aller. Si vous êtes l'employeur, vous savez jusqu'où vous pouvez aller pour faire un compromis pour garder votre client. Maintenant, il y a des entreprises qui pensent que le service à la clientèle ou le département du service à la clientèle, c'est un poste de dépense. Moi, je dis que le département du service à la clientèle est un poste qui, à long terme, est un poste de revenu potentiel si on fidélise une clientèle, si on garde nos clients. Maintenant, chez vous, quelle valeur accordez-vous à vos clients? Comment les plaintes sont-elles vues dans votre entreprise? Est-ce qu'elles sont vues comme un poste de dépense? Est-ce qu'elles sont vues comme achalant, qui nous dérange dans notre travail? Quelle attention on accorde au service à la clientèle et aux plaintes? Est-ce que vous êtes accessible? Est-ce qu'on vous renvoie, comme tout à l'heure, on me disait Guylaine me disait qu'on l'a transféré à 6 départements? Mais ça ne devrait pas être ça. Alors, c'est quoi vos principales contraintes dans votre entreprise? Est-ce qu'il y en a des contraintes dans votre entreprise? Est-ce que le client peut facilement communiquer avec vous? Peut facilement parler à une personne en autorité dans ce service-là? Donc, c'est à vous de le dire. Moi, on a 7 entreprises différentes sur la ligne. Maintenant, pourquoi gérer une plainte? C'est ce qui va vous différencier ou vous démarquer de la concurrence. Ça va être votre façon de gérer la plainte. Une façon de gérer la plainte, c'est votre attitude, votre comportement, votre taux d'implication dans la situation entre vous et le client. Et le service que vous allez accorder va faire toute la différence. Il y a des formations où on nous dit pensez client, mangez client, pensez client, mais c'est pas assez. Aujourd'hui, on va dire plutôt penser satisfaction du client, ça fait toute la différence. Excusez-moi. Quand on arrive à un règlement avec un client, si on lui demande à la fin de la conversation, est-ce que ça répond à vos besoins? Je vous disais au tout début qu'on n'ose pas poser des questions parce qu'on a peur de la réponse. Est-ce que ça répond à vos besoins? Est-ce que ça répond à vos attentes? Donc, écrivez à côté de votre poste téléphonique ou de votre bureau satisfaction client. C'est ça qui compte. Alors, pourquoi on parle des clients? C'est pas mal toujours les mêmes raisons que évidemment. L'insatisfaction. Il ne faut pas oublier que la concurrence est toujours là. La concurrence est efficace. La concurrence va sortir des nouveaux produits, va changer de prix, donc il faut se tenir au courant du marché. Le manque de respect,
un personnel démotivé, un produit qu'on sait de qualité inférieure, qu'on doit vivre avec les conséquences. On sait que notre service à la clientèle n'est pas vite et qui n'est pas assez efficace. Puis, il y a des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Ça, c'est une autre affaire qu'on vit présentement. C'est que les gens ne tiennent pas leurs promesses. Je vous parlais un petit peu plus avant, d'aller au-delà des attentes des clients. Je sais que tout ça, ça prend du temps. Mais voulez-vous les garder, les clients, ou non? Par exemple, si si vous faites une promesse, par exemple, je vous reviens demain sans faute avant 4 heures, hein? Puis que le lendemain, avant 4 heures, 4 heures s'en vient, puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas de réponse à donner à votre client, vous savez que la personne à l'autre bout va se faire une impression sur vous si vous ne rappelez pas. Pas grave que vous n'ayez pas la réponse. Pas grave. Mais tenez le client informé. Donc, rappelez-le puis dites, je suis désolée, mais je n'ai pas la réponse que je devais vous donner aujourd'hui. Donc, je vous rappelle dès que je l'ai, donc vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié. Aimeriez-vous ça, vous autres, qu'on agisse comme ça avec vous? Donc, vous pouvez m'écrire. Est-ce que c'est une façon pour vous de vous fidéliser à une entreprise? Tout à fait. Alors, il faut prendre le temps de le faire. Maintenant, on travaille pressé, il y a des urgences, urgence par-dessus urgence, et on ne prend pas le temps. Le client est devenu un numéro. Il faudrait essayer de revenir au bon vieux système de service à la clientèle en ayant de la considération pour les clients. Maintenant, est-ce qu'il y a une hiérarchie chez vous? Je ne sais pas combien d'employés vous êtes, là. Il y a des degrés dans la hiérarchie. Puis chaque degré doit savoir jusqu'où ils peuvent aller. Le premier degré, peut-être que les situations qui peuvent être réglées par la première personne qui répond au téléphone, soit un commis ou la réceptionniste. Maintenant, est-ce que la personne a la formation nécessaire? Est-ce qu'elle sait jusqu'où elle peut aller? Alors, ça, c'est des questions à se poser, hein, parce que quand on engage une réceptionniste, on lui dit, tu réponds au téléphone, tu achemines tes appels aux bons endroits, puis voici, le système fonctionne comme ça. Maintenant, si on lui donne, puis souvent on leur donne des tâches supplémentaires, il faut, il faut former nos employés pour ça. Puis, si une personne appelle et se plaint, si une personne arrive ici devant toi à l'accueil puis se plaint, de quelle façon à qui on les dirige et comment on agit, on réagit. Maintenant, le deuxième degré, ça peut être réglé par le représentant ou le vendeur direct. Ça peut être une cause où le vendeur est mis en cause, justement, malgré que les représentants et les vendeurs directs n'aiment pas tellement répondre au service à la clientèle, mais ça peut arriver que ça se fasse. Et cette personne-là, est-ce qu'elle sait jusqu'où elle peut aller? Puis est-ce qu'elle a la formation nécessaire ou est-ce qu'elle a euh, les explications pour répondre à une plainte? Puis le troisième degré, ça peut être un superviseur. Alors ici, la réceptionniste sait jusqu'où elle peut aller. Donc, elle va dire tout simplement, je vais acheminer votre appel à votre représentant, hein, qui est le deuxième degré. Le représentant, c'est peut-être quelque chose qui dépasse ses compétences ou ses connaissances. Lui va dire, ben, écoutez, je vais acheminer votre appel à mon superviseur. Maintenant, il y a un superviseur. Supposons qu'il y en a un, il n'y en a peut-être pas partout, ça dépend de la grosseur des entreprises. Si le superviseur n'est pas en mesure de régler, il y a un supérieur en autorité qui devrait être prêt à intervenir. Donc, vous voyez, en réalité, si on regarde l'organigramme ici, c'est un travail de synergie, c'est un travail d'équipe.
mais la formation est la base, puis l'encadrement est la base, c'est-à-dire jusqu'où ces gens-là peuvent aller. Maintenant, les gestions de plaintes. La réceptionniste reçoit l'appel de plainte. Puis on sait, par expérience, que quand les gens appellent, souvent c'est la réceptionniste qui est la proie la plus facile, parce que c'est la première qui répond. Puis là, on lui débouler toute notre façon de penser et notre plainte. Donc, elle prend tous les détails de la plainte. Elle devrait prendre tous les détails de la plainte. La personne qui appelle ne devrait pas avoir à répéter 4 fois, 5 fois, 6 fois les mêmes détails qui concernent sa plainte. Donc, la réceptionniste prend tous les détails de la plainte. Elle achemine la plainte au deuxième degré, soit le représentant ou le vendeur direct, qui reçoit la plainte de la réceptionniste où tous les détails sont écrits. Donc, la personne deuxième degré devrait être en mesure de lire la plainte et de ne pas avoir à demander toutes les mêmes questions. C'est sûr qu'il va y avoir des questions peut-être plus pointues, peut-être plus techniques à poser, mais ce ne sera pas de reprendre de A à partir de A. Donc, si on peut le prendre à partir de plus loin, c'est d'autant plus agréable pour la personne qui appelle. Et si deuxième degré, encore, ne peut pas répondre, bien, s'il achemine la plainte au troisième degré, il n'achemine pas que le numéro de téléphone et le nom de la personne, il va acheminer les détails qui ont été pris par la réceptionniste. Alors, ça va circuler sur cette feuille de plainte-là, ou ça peut être un courriel aussi. Et à ce moment-là, la personne qui appelle n'est pas obligée de commencer à répéter toute son histoire. Alors, vous comprenez le principe, c'est qu'on veut éviter la frustration, la même frustration que Guylaine a vécue en étant transférée à 6 départements différents, puis probablement en reprenant son histoire à 6 reprises. Maintenant, quand on appelle chez vous, là, il ne faudrait pas qu'on se dise, bon, je vais appeler à un moment donné, là, mais il faut que je m'assure que j'ai une demi-heure devant moi parce que je sais que ça va être long. Vous avez sûrement des entreprises chez qui vous appelez et que vous vous dites, ça me prend le temps, il faut que je me bloque du temps, une demi-heure pour appeler, parce que 10 minutes, c'est trop court, là, ça va être long, il faut qu'il me transfère d'un département à l'autre, puis ça prend du temps. Donc, il ne faudrait pas que votre entreprise soit catégorisée comme telle. Il faut que les gens soient facilement joignables. Alors, comme je vous le disais, on ne va pas demander au client qui se plaint de répéter son histoire 4 fois. Ça serait vraiment comme donner le coup de masse sur la tête du client qui est déjà enragé des fois aussi. Hein? Donc, ce qui est important aussi, c'est de se mettre dans la peau du client. Bon, si vous vous mettez en condition maintenant, vous pouvez penser, par exemple, à une situation que vous avez vécue, vous, en tant que client, puis vous étiez insatisfait. Essayez de retenir comment vous vous ressentiez quand vous vous êtes plaint. Vous savez, se plaindre, c'est pas un travail super agréable. C'est pas super agréable de se plaindre. Hein? On aimerait mieux complimenter. Mais vous, là, quand vous vous plaignez, avez-vous les nerfs en boule? Vous sentez-vous plus nerveux qu'à l'habitude? Alors, voyez donc comment vous vous sentez quand vous êtes vous-même le client, puis vous êtes enragé, puis vous devez vous plaindre, puis vous ne semblez pas avoir de coopération de la part de l'entreprise chez qui vous appelez. Donc, essayez de vous rappeler à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça faisait. Est-ce qu'il y en a qui voudraient partager là-dessus leur ressenti, leurs émotions quand vous êtes enragé? Par exemple, Guylaine, là, qui a partagé avec nous, là,
Elle a dû l'appeler plusieurs fois. Comment on se sent dans ce temps-là? Hein? Comment on se sent? Moi, en tout cas, je sais qu'il faut que je me prépare à l'avance. Puis il y a des fois que je pogne, ben, je peux pas dire que je pogne les nerfs, mais je viens crisper. Appelons ça comme ça. Crisper. Puis quand on se fait parler aussi, quand on se fait parler fort par un client, ça nous saisit, ça nous bloque, ça nous gèle. Alors, ça, vous pouvez faire ce jeu-là. Alors, Guylaine me dit de dire la même histoire plusieurs fois, je me sentais impuissante, voire niaiseuse et découragée. Exactement. Découragée, ça peut être un sentiment de ça, constant, nono, parce que les gens nous posent des questions techniques souvent auxquelles on ne sait pas quoi répondre. Euh, Ça aussi, c'est une autre chose au service à la clientèle. Oubliez le jargon technique, s'il vous plaît. Donc, Guylaine me dit rejeter, non apprécié en tant que client. Alors, voyez-vous, si vous jouez le rôle d'un client satisfait, vous allez vous sentir, vous allez sortir, vous pouvez écrire des mots que vous ressentez. Là. Ensuite, on peut aussi ressentir les émotions. Puis si on sort de cette situation-là, puis vous regardez la scène comme elle aurait dû se passer. Alors, à ce moment-là, comment ça aurait pu être fait autrement? Puis là, il va revenir des réponses. D'abord, on sait qu'il faut garder la politesse. Il faut utiliser des mots polis. Identifier des ressources aussi qui auraient pu vous aider à mieux gérer la situation. Si on se dit, la minute qu'un client commence à me stresser, je vais me calmer. Puis si vous ne pensez pas à vous calmer, ça ne se passe pas. Mais juste un petit rappel, à quelque part, ça peut être un objet qui vous fait penser de vous calmer, puis d'être à l'écoute. Je donne toujours ces conseils-là quand vous répondez au téléphone. Arrêtez donc le travail que vous faites. Arrêtez le petit hamster qui tourne dans votre tête, là. Prenez une bonne inspiration avant de répondre à votre appel, parce que vous ne savez pas, ça peut être d'autres choses, mais ça peut être une plainte. Avant de répondre à chaque téléphone, faites ça. Accrochez un sourire et répondez. Donc, le temps d'arrêt est important. Si vous ne voulez pas vous faire entrer dans vos émotions par les paroles ou par quelqu'un qui arrive à l'improviste dans vos bureaux pour se plaindre, il faut se préparer. Et la meilleure façon de faire, c'est de prendre un temps d'arrêt et de respirer. Comme ça, vous allez être prête à toute éventualité. Puis tant mieux si l'éventualité est concluante. Maintenant, il y a deux catégories de clients. Il y a les proactifs. C'est des gens qui vont prendre l'initiative, puis ça peut arriver qu'ils arrivent avec des solutions. Ça ne veut pas dire qu'ils vous conviennent. Ils sont rapides, ils sont dérangeants, ils vont foncer comme un bulldozer pour arriver à leur fin. Ils veulent une réponse rapidement et ils sont motivés dans l'action. Si vous, en tant que préposé au service à la clientèle, vous êtes une personne qui est plus lente, qui prend le temps, que vous leur dites, on va vous rappeler dans quelques jours ou on va vous rappeler quand ça sera prêt, c'est pas assez vite pour eux autres. Moi, ce que je vous suggère aussi, c'est de prendre le temps d'analyser vos clients. Les proactifs, c'est ça. C'est des gens qui dérangent une certaine catégorie de gens. Et si vous dites, il est rapide, il me dérange, il est fonceur, moi aussi, je vais être rapide. Je vais lui répondre rapidement parce que c'est ça. Il s'attend à ça. Donc, vous, en tant qu'individu, est-ce que vous considérez comme un proactif ou un réactif? On va aller voir les qualités d'un réactif, qu'est-ce que sont. Donc, les réactifs vont attendre les autres pour entreprendre quelque chose et passer à l'action.
Ils vont analyser la situation, ils ont besoin d'être sécurisés, ils réagiront lentement. Si vous dites à ces gens-là, on va analyser la situation et on va envisager les possibilités ensemble. C'est ce qu'ils aiment entendre. Alors, si je reviens en avant, puis je vous dis, connaissez-vous des gens qui ressemblent aux proactifs? Ici. Donc, vous pouvez me répondre, est-ce que vous connaissez des clients chez vous qui sont des proactifs? Il faut que ça bouge. Une réponse vite. Ça peut être des clients internes aussi, hein? Pas nécessairement des clients de l'externe. Puis, vous, comment vous vous identifiez? Proactif ou réactif? Alors, Jennifer me dit proactive. Proactif. Proactif. Alors, beaucoup d'entre vous sont proactifs. Alors, ces gens-là vont arriver très informés. Parce que maintenant, avec l'Internet, là, il n'y a pas, comme vous dites, ils vont arriver avec des papiers, des photocopies, puis bon, tout ça. Avec Internet, on s'informe, puis on sait ce qu'on veut. Alors, Chantal me dit proactive dans un contexte réactif. Alors, ici, ce qui est important, si vous êtes des proactifs, puis que vous avez des clients proactifs, vous êtes correct. Parce que vous avez à peu près les mêmes filtres qu'eux. Vous êtes soucieux de prendre l'initiative aussi de votre côté pour l'entreprise, de trouver des solutions. Vous allez être une personne rapide, donc vous allez être en mesure de leur répondre rapidement. Là où le bas blesse, si vous êtes proactif et que vous avez des réactifs face à vous, donc des personnes qui réagissent lentement, mettez-vous à leur niveau, puis dites-leur, vous n'êtes pas obligé de vous presser, là. Si vous dites, nous allons analyser la situation et envisager les possibilités, vous leur donnez extrêmement confiance en votre qualité de préposé au service à la clientèle et au niveau de l'entreprise aussi. Parce que les gens vont dire, ils prennent le temps d'analyser. C'est des gens qui ont besoin d'être sécurisés. Avec ces gens-là, vous n'arrivez pas avec une solution. Vous allez arriver avec 2 ou 3 solutions. On peut faire ça, ça ou ça. Qu'est-ce que vous préférez? Avec les proactifs, c'est que vous trouvez une solution ensemble. On peut faire ça. Je vous suggère telle affaire. Alors, voyez-vous la différence entre les deux? Donc, vous avez les proactifs et les réactifs. C'est deux, en réalité, on les classe en 2 catégories. Normalement, ça se situe là. Alors, pourquoi certaines personnes ne se plaignent pas, si on l'a déjà vu? En résumé, il faut bien comprendre qui sont nos clients, simplifier simplifier les choses, éviter le jargon technique, éviter le jargon que vous utilisez entre collègues, avoir des standards, miser sur la formation, créer aussi un processus de gestion des plaintes. Qui va s'occuper de ça? Ensuite, ça, si ça ne marche pas, ça et ça. Offrir des solutions adéquates. Et le système n'est pas coulé dans le béton. Ça évolue continuellement parce qu'on sait que les gens, ça nous a pris un peu par surprise. Euh, les gens sont de plus en plus rapides à cause d'Internet parce ils s'attendent à une réponse rapide. Une personne qui reçoit un courriel, qui envoie un courriel, s'attend à avoir une réponse immédiate. Vous savez, il y a une hiérarchie dans, dans les communications, les outils de communication. Bon, la bonne vieille lettre, là, ceux qui sont à peu près de mon âge se souviennent de ça. La bonne vieille lettre, ça prenait du temps.
Il fallait passer par le bureau de poste, ça prenait du temps avant d'avoir une réponse. Le téléphone était beaucoup plus rapide. Donc, on avait le choix. Ensuite, il y a eu le Telex. Le Telex, c'était une machine à bande perforée qui était l'ancêtre du fax. Ensuite, il y a eu le fax. Le fax qui était rapide. Téléphone ou fax, aussi rapide. Ensuite, il y a eu le courriel. Il y a Internet. Et il y a maintenant les SMS. Donc, on est de plus en plus rapide. Je ne sais pas si ça va terminer un jour, là, mais ça va vite. Alors, un client qui est bien informé devient votre meilleur ambassadeur. N'oubliez pas ça. Maintenant, les attentes des clients changent aussi. Demandez-vous, est-ce que les clients font affaire avec moi à cause de la qualité, à cause du prix, à cause du produit, à cause de l'endroit, à cause du service à la clientèle? Donc, c'est bien souvent là où vous verrez la différence. Donc, il devrait avoir un Z ici, là. C'est ici que vous allez voir la différence. Maintenant, la responsabilité de l'employeur, rendre les ressources disponibles, que les gens soient facilement joignables, donner des directives claires, faire confiance aux préposés aussi qui sont avec vous, qui travaillent avec vous, mais leur donner quand même les encadrer, faire connaître le profil du client, donner toutes les informations sur les produits ou services, former les personnes ressources, l'aspect humain aussi, et savoir identifier rapidement le type de plaignant, autant à l'interne qu'à l'externe. Quand je parlais des proactifs et des réactifs, c'est en surveillant leurs gestes, leur comportement et leur façon de parler. Les proactifs vont parler rapidement, les réactifs vont penser, puis vont parler plus lentement. Maintenant, un n'est pas meilleur que l'autre. Mais il suffit, vous, en tant que préposé, de vous adapter aux gens qui sont devant vous. Maintenant, considérez le client comme une personne importante à l'organisation. Comme je vous le disais au début, le client est en haut de la hiérarchie. Donc, pas de client, pas de travail, pas de travail, pas de revenu, pas de revenu, pas d'entreprise. On l'oublie trop souvent. Il y a aussi, si le travail était bien fait au départ, il y aurait moins de plaintes, c'est sûr, mais ça a l'air que dans le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas être parfait à 100%. Et si vous avez une gestion efficace des plaintes, les plaintes, si c'est efficace, même si on fait une plainte, puis on sait qu'on va avoir une réponse, on sait qu'on a un bon système, votre client va vous être fidèle et va être votre meilleur annonceur. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, comme je vous mentionnais, une section questions-réponses sur votre site web va vous éviter beaucoup de tracas. Offrez des choix aussi à vos clients. Pas un choix, c'est pas assez efficace. Pas deux, trois choix, on commence à jaser. Utilisez le langage du client et pas de jargon. Formez votre personnel adéquatement, puis établir un système de gestion de plaintes efficace. Maintenant, oseriez-vous demander cette question à votre client? Qu'est-ce qui est important pour vous? À quoi vous attendez-vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous oseriez? J'aimerais ça avoir votre réponse sur le chat. Est-ce que vous poseriez cette question-là à votre client? Est-ce que vous auriez peur de la réponse? Ça fait toute la différence entre un bon service à la clientèle, vous mettre dans la peau du client. Là, je vois qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Donc, posez cette question à vos clients. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous le faites aussi par sondage. C'est bon d'envoyer des sondages à nos clients aussi. C'est une bonne idée, Guylaine. Donc, les bénéfices qu'on tire d'un bon service à la clientèle,
Vous avez un accroissement de la loyauté des clients, des annonceurs qui parlent bien d'entreprise, une augmentation de la rentabilité. Il ne faut pas l'oublier, hein, un client satisfait, au bout de la ligne, c'est peut-être pas du court terme, mais au bout de la ligne, c'est payant. Vous avez des clients heureux, des employés heureux et des employeurs heureux. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'on a un personnel adéquat? Est-il assez formé et informé? Est-il facile pour nos clients de rejoindre les responsables et d'obtenir un règlement satisfaisant? Puis si vous n'êtes pas certain, est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer pour rectifier, pour corriger la situation? Posez-vous ces questions-là. Alors, pourquoi on perd des clients? On l'a vu un peu plus tôt. Ici aussi. Alors, les dangers d'une mauvaise gestion, si on ne gère pas assez bien ce département-là, c'est que les clients nous quittent. Nos concurrents vont utiliser votre faiblesse contre vous. Vos revenus, vos profits diminuent. Votre personnel devient démotivé et vous perdez des occasions d'apprendre et de vous améliorer. C'est Jean-Marc Chaput qui a commencé à dire, quand il a commencé à faire des conférences, il a commencé à dire qu'une plainte, ça valait de l'or pour une entreprise. Parce qu'on apprend de nos plaintes. Si on n'apprend pas de nos plaintes, ben, on va toujours répéter le même pattern, puis on va se trouver en déficit à un moment donné. Donc, si vous voulez évaluer la valeur d'un client fidèle, c'est un exercice que vous pouvez faire. Donc, choisissez un bon client que vous avez depuis plusieurs années. Voyez combien il dépense chez vous par semaine, par mois, par année, à vie. Et à la lumière de cette information-là, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour garder ce client-là? Les gens qui vont travailler dans le marketing vont souvent se poser ces questions-là. Ce client-là qui est fidèle chez nous, qu'est-ce que je suis prête à faire? Ben, je vais vous donner l'exemple de mon fournisseur de la maison où je vais faire poser mes pneus. C'est Pneus Touchette sur la rue Saint-Laurent à Montréal. Et cette année, ils offraient à leurs clients une carte, par exemple, comment on appelle ça, une carte d'épanage, quand on est en panne sur le bord de la route. Ils offraient gratuitement pour un an la carte d'épanage. Et je me suis dit, c'est pas fou. C'est pas fou parce que si je tombe en panne sur la route, qui est-ce que je vais appeler? Je vais appeler le garage. Qui est-ce qui va faire les travaux? On va amener l'automobile peut-être chez eux, à leur garage, puis c'est eux qui vont faire les travaux mécaniques. Donc, c'est des gens de marketing qui ont trouvé cette façon de faire-là. Alors, négligez pas cette façon-là d'évaluer un nouveau client bien servi qui peut dépenser chez vous au cours de sa vie. Combien il pourrait dépenser chez vous au cours de sa vie? Posez-vous la même question avec le nouveau client qui arrive chez vous, puis dites-vous, moi, mon but avec ce nouveau client-là, c'est de le fidéliser et de le garder à vie. Parce qu'au bout d'un temps, au bout de l'année, au bout du mois, au bout de 10 ans, il va m'avoir apporté tant d'argent. Alors, ça aussi, on l'a vu déjà. Alors, les 4 clés d'un bon service, c'est l'accueil de qualité. Si vous avez des formations, misez sur un accueil de qualité. L'écoute, une autre des bonnes clés. Savoir l'écouter, savoir montrer au client qu'on est avec lui, le tenir informé, les questions et les choix à faire. Hein? C'est aussi une autre clé du bon service. Puis, ne pas conclure une conversation sans l'obtention de l'accord et le remerciement. Donc, quand je vous disais poser cette question-là, est-ce que ça vous convient? Osez la poser, n'ayez pas peur de la réponse. Si la réponse dit oui, mais
revenez et dites, bon, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. On va reprendre ça à partir de zéro. Et ce que vous voulez en bout de ligne, c'est oui, je suis satisfait. Oui, c'est ça que je veux. Oui, ça me convient. Alors, il faut se servir des plaintes pour s'améliorer et après chacune des plaintes formulées par le client, remettez le processus en question. Comme je vous disais, c'est pas couler dans le béton. Les impolis. Première chose à faire, accueillir la colère de l'autre. Accepter le fait que la personne est en colère. Maintenant, ça va être à vous de trouver la raison pour laquelle ou pour lesquelles la personne croit avoir raison et pour la raison pour laquelle elle est en colère. Et puis, vous allez voir, c'est presque toujours les mêmes raisons. Ça varie d'une entreprise à l'autre, mais c'est pas mal toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Maintenant, comment vous comporter devant le danger? Si vous avez quelqu'un qui est devant vous à votre comptoir, j'aime ici souligner le fait que vous pouvez être en danger. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la personne peut vouloir s'attaquer physiquement à vous. Au téléphone, c'est sûr que c'est impossible, là, mais il serait important d'avoir un code d'urgence, un bouton panique, dépendamment là encore des endroits où vous travaillez. Moi, on m'a dit que dans les bureaux d'avocats, il y en avait, dans les institutions financières, il y en avait, là où ça semblait indispensable dans les écoles, là où les gens sont susceptibles de faire des petites crises. Hein? Donc, il faudrait vérifier pour voir avec votre supérieur, est-ce qu'il y a un code de panique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir au secours et comment moi je peux faire savoir aux autres que je suis en danger? Ensuite, vous allez voir qu'il y a différents types d'employés, on va en parler un petit peu plus tard. Évitez l'escalade. C'est sûr que si la personne parle fort et que vous en rajoutez, ça peut amener à l'escalade. Ouvrez le dialogue et commencez à vouloir discuter avec les gens et ne parlez pas de problème, mais de solutions. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu. Aidez la personne à trouver des solutions, puis dites-lui, moi je suis là pour vous aider. On est ici pour vous aider. Et ne jugez pas les gens. L'agressivité, dites-vous que l'agressivité n'est pas dirigée vers vous. Alors, mettez pas d'huile sur le feu avec des phrases comme c'est pas de ma faute, j'ai rien à voir là-dedans, c'est la politique de l'entreprise. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça vient dire à la personne qui est en colère, ouais, pas fameux comme entreprise. Ah, c'est la politique de la compagnie. Votre problème, on va dire quoi à la place? La situation. Si vous continuez, je raccroche. Il y a des gens qui disent ça. Si vous continuez à me parler sur ce ton-là, je devrais raccrocher. Peu importe si on met de la politesse, on ne devrait jamais être en mesure de raccrocher. On devrait être en mesure de gérer tout ça. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Je vous parle tout de même, moi. Ou encore, je fais mon possible. Alors ça, c'est des phrases là, qu'on entend des fois et qui peuvent faire escalader la colère. Elle va devenir encore plus forte. C'est pas ça qu'on veut, on va la réduire. Alors, étape 1, pour calmer. Donc, on va traiter les émotions. Quand la personne hausse le ton, faites de même, mais en disant des choses positives. Ce que je voulais dire quand je disais d'éviter l'escalade, hein, si vous haussez le ton en colère, vous venez de faire monter la colère de l'autre. Tandis que si vous pouvez hausser le ton en disant des choses positives, ça va faire descendre la vapeur. Dites des paroles qui montrent que vous comprenez la personne. Alors moi, j'ai déjà travaillé dans un bureau de marketing et puis on me disait, il y a des mots, Ginette, qu'il faut utiliser pour paraître empathique, pour être empathique envers les gens. Je sais comment vous vous sentez. Je vous comprends. J'ai déjà été dans une situation semblable. Alors, dites des paroles qui montrent
que vous comprenez la frustration des gens. Ou on peut dire aussi, je comprends votre frustration, c'est pas tellement agréable. Et on continue avec l'étape 2. Clarifier les besoins et les attentes de la personne en posant des questions. Donc, poser des questions va faire baisser le ton également. Une chose aussi que j'aimerais vous dire, peut-être que je le mentionne plus loin, mais je ne suis pas certaine. Si vous êtes attaqué au téléphone, levez-vous debout. Vous allez voir que votre ton va changer. Quand vous restez assis, vous vous sentez peut-être inférieur à la personne en l'imaginant dans une autre posture que la vôtre. Donc, levez-vous debout et vous allez voir que ça va changer tout à fait votre façon de dire les choses et les mots vont venir beaucoup plus facilement. Et agissez et respectez votre parole. Puis on va voir qu'il y a différents types de personnes. Donc, quand vous dites ou promettez, malgré que j'aime pas ça que vous promettiez quelque chose à quelqu'un, il y a une façon d'amener ça sur le sujet, mais respectez vos promesses que vous en faites. L'étape 3, montrez que vous êtes désolé par vos paroles. Votre intonation, moi aussi c'est important au téléphone, ou par votre comportement, et si la personne est présente, et existait dans votre entreprise une politique concernant ce genre de situation, ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour les codes d'urgence, etc., etc. Donc, en réalité, il y a différents comportements à utiliser. Et ça, vous allez le voir dans le livre Savoir-faire à l'accueil, savoir-dire au téléphone. À l'étape 1, c'est d'évaluer le danger. Êtes-vous en danger? Gérez votre émotion et amenez votre client à l'étape suivante en lui demandant d'éclaircir la situation. Pouvez-vous m'en dire plus? Pouvez-vous être plus précis? Ensuite, une fois que vous avez éclairci la situation avec vos questions, des fois, c'est pas clair encore pour vous parce que vous voulez régler la situation pour la personne ou encore diriger votre message au bon endroit et c'est important de bien comprendre. Donc, de bien comprendre ce qui est en jeu. Alors maintenant, ça va être important de recadrer. Si la personne est encore vague pour vous, recadrer, ça veut dire poser d'autres questions, des sous-questions. Posez pas des questions ouvertes, c'est-à-dire poser des questions ouvertes, posez pas des questions fermées. Reconnaissez l'insatisfaction de la personne en lui disant des mots empathiques, comme je sais comment vous vous sentez, c'est vraiment pas agréable, j'ai déjà été dans une situation semblable. Donc, parler son langage. Hein, vous savez, devenir le miroir de l'autre. Comme je vous mentionnais, que si elle parle plus fort, parlez plus fort, mais poliment. À un moment donné, si elle n'arrête pas de parler, baissez le ton. Et si là, elle ne comprend pas ce que vous dites, elle n'entend pas ce que vous dites, mais elle va parler, elle va arrêter de parler, tout simplement. Donc, parlez son langage et parlez au nom de l'entreprise aussi. Cachez-vous pas derrière l'entreprise, mais vous êtes l'ambassadeur, le représentant de l'entreprise, parlez au nom de l'entreprise. Restez poli, résumez la situation. Si j'ai bien compris la situation, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça que vous désirez. Maintenant, moi, terminer une, euh, j'aime beaucoup terminer une conversation ou une visite en demandant à la personne, est-ce que ça vous convient? Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas poser la question parce qu'ils ont peur de la réponse. Alors, si on dit, est-ce que ça vous convient? Je vous suggère telle ou telle chose, est-ce que ça vous convient? Osez le faire. Donc, c'est important de valider la satisfaction de la personne. Puis si on dit, ben, c'est mieux que rien, vous pouvez décider de continuer en disant, voyons ce que je peux la faire de plus, là. Ou encore, on va faire tout notre possible pour vous rendre heureux. Notre mission, c'est vraiment un bon service à la clientèle et je prends tout ça en considération. Et l'étape 4 pour calmer, faites un pont vers le futur. Faire un pont vers le futur, ça signifie
bien terminer une conversation en disant est-ce que ça vous convient? Alors, au revoir, à la prochaine, merci de votre appel, merci de votre visite. On ne veut pas perdre le client. Et les mots réconfortants, je vous en donne ici des mots réconfortants, je vous en donne un exemple. Mais prenez les vôtres, faites votre phrase et écrivez-la quelque part s'il faut pour vous en rappeler. Si on dit à la personne, soyez assurés que toute l'équipe se fera un plaisir de vous aider et qu'ensemble, on trouvera une solution pour vous. On est là pour ça. Alors, quand vous terminez une conversation avec une phrase comme celle-là, la personne se fait une image dans sa tête que vous êtes là pour l'aider et ce sera positif pour l'entreprise, pour vous et pour le client. Elle va sortir de cette visite ou de cette conversation-là avec l'image dans sa tête que vous êtes une personne serviable, une entreprise responsable. Alors, c'est ça qu'on veut, hein? Faire un pont vers le futur, ça veut dire vouloir garder le client et vouloir le garder satisfait. Maintenant, une autre phrase. Je suis désolée pour ce qui vous est arrivé. Je suis ici pour vous aider. Voyons, j'aurais des choses à vous proposer. Mettez l'emphase sur le fait que vous êtes là pour aider et non pour blâmer. Alors, vous allez voir que ça fait toute la différence. Je suis là pour vous aider. Je suis ici pour vous aider. Voyons voir ce qu'on peut faire. Je vais m'informer. Alors, voyez-vous, je vais m'informer pour vous. Personnaliser l'appel. Maintenant, il y a différents types de clients. Il y a les proactifs. Je vous disais de devenir le miroir de l'autre personne. Il y a les proactifs qui sont des gens rapides. Quand ils appellent, ils parlent vite. Ils vont vite, rapidement au vif du sujet et ils s'attendent à avoir une réponse rapide. Les réactifs prennent leur temps. Ils vont mettre beaucoup de détails. Hein? Ils vont vous donner beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations des fois. Donc, avec ces gens-là, prenez le temps. Alors, les réactifs sont plutôt lents et introvertis et les proactifs sont plutôt extrovertis et vite. Donc, on a à faire affaire avec les rapides et les lents. Si vous devenez un miroir, alors avec les rapides, vous allez dire je vous reviens tout de suite là-dessus. Et avec les lents, je vais m'informer et je vous reviens dans les plus brefs délais. Alors, rapidement, plus lentement. Comment les identifier? Bien, c'est justement à la façon dont ils parlent, à la façon dont ils s'expriment. Les proactifs vont être rapides, donc vont parler vite, ils vont marcher vite, ils vont regarder leur monde, ce sont des gens qui sont impatients. Et c'est normalement les plus colériques. Et il y a aussi les réactifs qui, bon, ils prennent leur temps, ne sont pas pressés. Alors à ce moment-là, prenez votre temps, je vais voir, je vais vérifier pour voir qui pourrait vous aider ou est-ce que je peux vous revenir demain. Si vous dites ça à un proactif, à moins que ce soit vraiment une situation que vous ne pouvez pas contrôler, ils vont trouver ça long. Alors, voyez-vous, là, puis les gens demandent beaucoup de rapidité de nos jours. Ensuite, il y a les audacieux et les anxieux. Les audacieux, c'est des gens qui vont vous demander des choses impossibles, puis les anxieux, c'est des gens qui ont des craintes, qui vont vous appeler 3, 4, 5, 6 fois pour la même question. Alors, avec les anxieux, on va enlever tous les risques possibles, et on va prendre notre temps pour les satisfaire. Avec les audacieux, il faut se préparer peut-être à faire des recherches. Et si vous dites une phrase comme « on n'a jamais fait ça ici », ça se fait pas, bien vous allez pas leur plaire, c'est sûr. Alors, il faut faire l'impossible pour ces gens-là. Et si vous voulez garder les clients, il va falloir essayer de trouver des solutions. Ou si vous n'avez pas de solution, donnez-leur des références. Référez-les à d'autres personnes. Au moins, vous allez avoir réglé une partie de leur question. Maintenant, identifiez la source de la colère. Alors, pourquoi les gens sont insatisfaits? Hein? Pourquoi? C'est soit qu'on a trop tardé pour les appeler, ils se sont sentis négligés,
un matériel défectueux, un article défectueux, ça a été trop long. Alors, c'est pas mal toujours les mêmes choses qui reviennent. Et une autre phrase type ici. Si on dit à une personne, je peux pas répondre à votre demande personnellement. Cependant, si vous le permettez, je vous communique avec l'expert à l'interne qui pourra vous aider à solutionner cette situation. Et vous pouvez dire à ce moment-là, est-ce que ça vous convient? Et vous pouvez dire votre nom. Je pense à des gens qui sont à la réception, par exemple. Mon nom est Julie, je suis la réceptionniste. Ou si vous êtes, mon nom est Denis, je suis au service à la clientèle. Alors, quand vous allez acheminer l'appel à l'expert va répondre en disant son nom et le nom de son service. Mon nom est Denis, service à la clientèle, ou service à la clientèle, bonjour, mon nom est Denis. Donc, les personnes vont être assurées qu'ils sont au bon endroit. Alors, apprenez à identifier les types de personnalités pour faciliter votre travail. Je vous ai donné les deux grands types, extraverti, introverti, lent, rapide. Et je vous offre deux moyens de le faire. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'humain avant tout. Et il y a aussi un webinaire disponible sur les profils de personnalité par les couleurs. Et il y a aussi un outil qui nous est donné par la PNL, la programmation neurolinguistique, qui s'appelle le VACO. Donc, est-ce que la personne est visuelle, auditive, kinesthésique, olfactive? Il y a une vidéo et un test aussi pour vous aider à mieux cerner le type de personne avec qui vous faites affaire. Alors, vous pouvez nous joindre à notre site web, deux sites web en réalité, par courriel. On est sur Facebook, sur LinkedIn, sur Viadeo. Alors maintenant, vous êtes prêts à passer au plan d'action. Après l'écoute de la présentation, qu'est-ce que vous désirez modifier, vous, pour votre entreprise, pour votre service, pour votre travail? Quand vous voulez commencer à réaliser ça et pourquoi vous voulez le faire? Alors, c'est juste un petit rappel pour que cette présentation-là ne passe pas inaperçue dans votre plan de travail pour que vous puissiez y donner suite. Et référez-vous à notre livre aussi que vous avez reçu. C'est un bon guide. Vous pourrez y référer tant aussi longtemps que vous désirez. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation et on se reparle très bientôt. Merci et au revoir.